Bonjour tout le monde. Bienvenue au camp de carrière 2022. Je m'appelle Maria Churchilova et je vais avoir le plaisir d'animer la session d'aujourd'hui intitulée « Sous-peser les variables de différents postes ». Notez que cette session est offerte en français, mais qu'une session en anglais sur le même sujet est présentée simultanément. Please note that this is a French session, but that an English segment on the same subject is being held simultaneously in a different webinar. If you prefer attending the English session, the link to that session is available in the chat. Pour commencer, je tiens à souligner que le territoire sur lequel bon nombre d'entre nous assistent à cet événement est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Certains d'entre nous viennent peut-être de diverses régions du pays et je vous encourage donc à prendre un moment pour reconnaître le territoire que vous occupez. Pour les renseignements d'ordre général, au fur et à mesure que se déroule la séance aujourd'hui, veuillez nous faire part de vos commentaires dans l'espace de discussion situé au bas de votre écran. Si vous voulez poser une question à nos panélistes, utilisez le bouton Q&R. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui vous plaisent en cliquant sur le bouton du pouce levé et les questions les plus populaires seront posées à la fin de la session. Pour notre objectif de cette séance, afin de mettre en valeur les apprentissages prévus aujourd'hui, passons en revue les objectifs d'apprentissage pour ce segment. Après cette séance, les participants pourront définir les valeurs professionnelles qu'ils considèrent comme les plus importantes, peser les valeurs essentielles les unes par rapport aux autres pour trouver des modalités de travail optimales et discuter de leurs besoins avec leur gestionnaire afin de parvenir à une satisfaction totale au travail. Pour nous guider à travers tout ça, c'est un honneur pour moi de vous présenter nos panélistes. Mélanie Copeland. Mélanie Copeland s'est récemment jointe au Bureau de la transformation au ESDC à titre de gestionnaire principal à la tête du secrétariat du Bureau de la transformation, où elle est responsable de la supervision des fonctions du gouvernement, de gouvernance et de communication relatives aux efforts de transformation au sein du département. Mélanie est aussi membre associée du corps professoral de l'Académie numérique de l'École de la fonction publique du Canada, EFPC, où elle enseigne et défend la façon de moderniser la fonction publique. Donc, bienvenue, Mélanie. Paul Keller. Paul Keller est chargé de projet au Lab d'innovation du Conseil fédéral du Québec depuis le février 2020, avec un passage de quelques mois dans l'équipe de renouvellement dans la fonction publique au secrétariat du bureau du Conseil privé. Il est un co-dirigeant du réseau FlexGC, où il est impliqué depuis avril 2020, et il a un grand intérêt pour la technologie, l'intra-entrepreneuriat, l'innovation, la philosophie, l'esprit humain, les arts graphiques et la production musicale. Finalement, nous avons Emily Smith. Depuis 2019, Emily Smith travaille avec le secrétariat aux affaires autochtones de l'ASFC. Elle est actuellement agente de mobilisation, coprésidente du réseau de la prochaine génération de l'ASFC et administratrice du groupe Facebook informel et non officiel de mentorat et de perfectionnement professionnel du gouvernement du Canada. Elle est passionnée par le mentorat, la santé mentale et l'échange d'informations de façon intéressante. Donc, bienvenue à nos panélistes. Commençons notre activité de partage. Pour réussir, il ne suffit pas de gagner de l'argent. Savez-vous ce qui vous rend vraiment heureux? Savez-vous comment faire en sorte que votre travail constitue une pièce de ce casse-tête? Passons-nous à un sondage. Votre travail vous comble-t-il? Oui ou non, ou peut-être vous n'avez jamais songé à ce sujet, et ça c'est correct aussi. Super! Donc, nos résultats, on a le oui à 51%, le non à 38% et je n'ai jamais songé à 11%. Donc, on a une distribution des réponses. Merci beaucoup aux participants. Maintenant, nous allons nous tourner vers nos chers panélistes, Paul Keller, Emily Smith et Mélanie Copeland. Paul, je vais m'adresser à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous en matière de travail et ce que votre travail peut vous offrir?
Seulement, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de répondre à ça. J'ai quelqu'un qui va diffuser là, un petit PowerPoint pour m'appuyer dans ma réponse, qui est supposé durer une dizaine de minutes. Je vais essayer de rester à l'intérieur de ce cadre-là. Comme vous pouvez voir, là, on est dans la présentation Supposer les variables. Vous pouvez voir mon handle Twitter. Si jamais vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir là, de discuter avec vous. La question, en fait, qui est sur la prochaine diapositive, qu'est-ce qui est important pour moi? Et on peut passer directement à la prochaine où j'ai créé, en fait, là, ce qu'on appelle un parcours de carrière ou un parcours professionnel. Donc, un bon moyen de faire le point là, sur son vécu dans différents postes, c'est de créer un graphique de son parcours de carrière. Donc, il s'agit d'analyser pour chaque poste les choses qu'on a aimées et les choses qu'on a moins aimées. Donc, en haut à gauche, vous allez voir un sommaire général de mon analyse. Et pour chaque période de ma ligne de temps, j'ai mis un mot qui représente le mieux pourquoi je suis rendu là. Donc, pour la première partie, ma période, disons, pré-universitaire, j'ai mis des zigzags pour démontrer un parcours qui était loin d'être linéaire chez moi. Donc, avec des périodes de travail à temps plein après mon secondaire dans différents jobs, des jobs de commis, un voyage dans l'Ouest canadien où j'ai charpenté des maisons, un voyage de coopération internationale dans un village au Costa Rica. J'ai enseigné l'anglais dans des entreprises. Donc, toutes sortes de jobs dans lesquels je me suis lancé sans nécessairement avoir d'expérience au préalable, mais qui m'ont tout de même permis d'apprendre plein de choses différentes sur mes préférences, en plus de développer un éventail de compétences. Donc, ensuite, après cette période de zigzag, et après quelques cours pré-universitaires au cégep, là, je me suis finalement rendu à l'université. Et puis, je l'ai fait par ambition. Donc, je voulais un diplôme universitaire pour pouvoir avoir une bonne job. J'étais dans un bac en environnement que j'ai dû arrêter. Et pourquoi j'ai dû l'arrêter? Parce que je manquais d'argent pour vivre. Donc, pour moi, c'était trop difficile de faire mes études en même temps que de travailler de plus de 20 heures, là, puis subvenir à mes besoins. Et donc, voilà ma première job au fédéral, qui était en fait une job d'agent de recouvrement fiscal à l'Agence du revenu du Canada. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une job qui était extrêmement intéressante, qui était très centrée sur l'humain. Donc, ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé à aiguiser mes compétences de rédaction, mes compétences de négociation. C'était tellement intéressant que j'en suis devenu passionné, ce qui a entraîné en fait un apprentissage accéléré du domaine et une promotion rapide. Donc, effectivement, un de mes traits de personnalité à moi, c'est de sentir le besoin de maîtriser les choses rapidement. Mais il y a un hic avec ça. Une fois que j'ai maîtrisé quelque chose, je perds facilement l'intérêt. Donc, c'est une chose que j'ai apprise, qu'il faut que j'apprenne des nouvelles choses continuellement, sinon je deviens démotivé, voire même déprimé. Je deviens beaucoup moins performant dans ce temps-là. Donc, en fait, j'ai horreur de la routine et donc j'ai vécu une période un peu moins le fun pendant un certain moment dans le cadre de ce poste-là. Mais on va se le dire, des jobs au fédéral avec nos bons salaires, nos bonnes conditions sont très difficiles à laisser tomber comme ça. Donc, on parle même de menottes dorées dans certaines circonstances. Puis, j'ai quelqu'un qui devrait vous partager un lien dans le chat, c'est-à-dire vers un article là, de la presse qui s'intitule Les menottes dorées, qui parle d'une ancienne fonctionnaire qui a laissé la fonction publique pour devenir médecin. Alors, évidemment, devenir médecin, c'est un créneau, c'est une niche assez spécifique. Je pense qu'il y a tellement de jobs dans la fonction publique fédérale qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui nous branche. Et donc, c'est important de faire ces recherches-là. Mais si jamais vous êtes intéressé à aller lire l'article, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir là-dedans. Donc, j'ai vécu ma période un peu moins plaisante. Tout en continuant tranquillement de développer mon expertise. Donc, j'avais la chance d'être entouré de gens curieux avec lesquels je suis tombé dans un apprentissage approfondi des stratégies légales pour rivaliser les contribuables, disons, de mauvaise foi et plus organisés. Et c'est là que j'ai fait preuve de résilience. Et grâce à ma persévérance, j'ai été promu de nouveau pour traiter des cas de recouvrement plus complexes. Donc,
pendant ce temps-là aussi, je carburais avec des petits projets à gauche et à droite pour pallier des défis qu'on vivait dans notre quotidien ou encore pour saisir des opportunités. Puis je parle bien dans le contexte de mon travail. Donc, en fait, ce que je faisais, c'était de l'innovation. Et le directeur de mon bureau, qui me connaissait bien déjà à cause de quelques-unes de mes initiatives, me nommait ambassadeur de l'innovation du site de Québec où j'étais. Et pouf, voilà le facteur passion qui était revenu dans ma vie. Et c'est vraiment là qu'on réussit à soutirer le meilleur de moi-même. Et disons-le, j'ai été extrêmement chanceux d'avoir vu des chefs d'équipe qui avaient compris qui j'étais, qui me faisaient confiance et qui m'accordaient une certaine liberté professionnelle. Et donc, en continuant dans le domaine de l'innovation et de fil en aiguille, je me suis rendu au Lab d'innovation du Conseil fédéral du Québec, en plus de devenir co-dirigeant du réseau FlexGC. Alors, voilà mon histoire, mon parcours professionnel. On peut passer à la prochaine diapositive. Une petite mention que j'aimerais vous faire, de faire attention aux fausses corrélations. Donc, se poser la question, est-ce réellement un travail que vous n'appréciez pas ou plus, ou plutôt, est-ce que c'est une ou quelques tâches spécifiques? Donc, j'ai un directeur adjoint un jour qui m'a parlé de l'idée de s'établir un ratio d'acceptabilité par rapport à ça. Donc, pour lui, s'il appréciait son travail plus que 50 du temps, c'était assez pour continuer. Donc, à vous de choisir votre ratio. Aussi, est-ce que c'est l'environnement physique dans lequel vous travaillez? Donc, j'ai déjà travaillé à temps plein dans un bureau où il n'y avait aucun commerce à proximité. Ça voulait dire que je ne pouvais pas bien concilier travail et vie personnelle parce que, par exemple, j'avais besoin d'un ingrédient pour souper le soir. Je ne pouvais pas profiter de ma pause pour aller la chercher. Et avec la logistique quotidienne dont l'horaire était très serré, ça impliquait qu'il fallait que je prenne les enfants à la garderie, que je les amène tous les deux à l'épicerie, crise de bacon pour des Lucky Charms et tout le reste. Il y a aussi la question de travail présentiel versus travail virtuel. Donc, peut-être que la pandémie vous a fait découvrir que vous étiez bien à travailler de chez vous. Donc, si on vous imposait de revenir à temps plein au bureau, peut-être que le travail en soi n'a rien à voir avec votre niveau d'appréciation du poste, mais c'est plutôt une question de modalité. Et la dernière question, les personnes avec qui vous, c'est-à-dire l'avant-dernière, les personnes avec qui vous travaillez, peut-être qu'on aimerait le travail si notre superviseur immédiat avait un style de gestion différent. Peut-être que la culture de l'équipe n'est pas compatible avec qui vous êtes. Donc, bien entendu, ça peut être difficile de magasiner son superviseur, mais en même temps, c'est des questions qu'on devrait se poser, surtout dans un contexte où c'est devenu possible de travailler à distance. Depuis le début de la pandémie, j'ai vu plusieurs personnes changer de bureau d'attache physique tout en conservant les mêmes descriptions. Donc, qui ont changé d'équipe, qui ont changé un petit peu de culture là, par la même occasion. Et le dernier point, les épreuves personnelles qui vous empêchent de pleinement tirer profit de votre expérience de travail. Donc, bien entendu, si on vit des choses qui deviennent des tracas au quotidien, qui impactent votre productivité, ça va nécessairement impacter votre perception de votre expérience de travail, surtout si vous subissez une pression par votre employeur de mieux performer. Alors, c'est tous des points à prendre en compte là, quand vous essayez de déterminer si vous aimez ou non votre travail. Prochain point, un autre exercice super intéressant à faire, on appelle ça la roue de la vie. Donc, c'est un exercice qu'on peut mener pour visualiser les endroits où on doit mettre notre énergie. Je vais vous partager un lien dans le chat, c'est-à-dire quelqu'un de la production va le faire pour moi. Vous pourrez vous-même mener cet exercice-là. Dans le fond, on vous demande d'accorder un niveau d'importance de 1 à 10 à différentes sphères de vie. Donc, bien entendu, ce serait irréaliste de mettre des 10 partout, on ne saurait juste plus où tourner la tête. Donc, il faut vraiment mener l'exercice et déterminer quelle importance votre carrière a à l'intérieur de cette roue-là. Donc, par exemple, si c'est l'amour et la famille qui est le plus important pour vous, alors peut-être que ce ne serait pas une bonne idée pour vous d'avoir un travail qui empiète trop sur votre vie personnelle, que ce soit en temps ou en énergie. Et si c'est l'argent et la carrière qui est le plus important, bien, peut-être serez-vous mieux disposé à faire ces sacrifices-là. Il faut savoir que les priorités changent avec le temps aussi, donc c'est important de revisiter la roue régulièrement. La dernière diapositive, puis si je ne me trompe pas, je devrais être pas loin là, de rester dans mon 10 minutes, je suis content. On va parler des compétences en forme de T. Donc, quelques facteurs là, ont joué beaucoup dans mon évolution de carrière. L'une d'entre elles,
comme je vous ai mentionné au début, c'était mon besoin de maîtriser les concepts de façon plus approfondie. Donc, si on regarde le graphique, on peut facilement constater deux types de personnes. Donc, on a les généralistes là, qui apprennent beaucoup de concepts de façon plus superficielle, puis on a les experts qui apprennent, c'est ça, les experts qui tombent dans l'apprentissage approfondi, donc dans un domaine spécifique. Mais il existe effectivement un troisième type, c'est-à-dire les personnes en forme de T. Et je considère moi-même en être une. Donc, je touche à beaucoup de choses. J'ai un côté généraliste, mais des fois, j'aime ça plonger dans l'apprentissage approfondi de quelque chose. Donc, ça ne prend pas toujours énormément de temps de devenir un expert dans quelque chose. Je dis expert entre guillemets. Il y avait un running gag là, à l'endroit où je travaillais avant. Donc, quand quelqu'un de l'équipe appliquait une procédure pour la première fois, elle devenait notre experte. Et c'était ça le gag, c'est comme, ah, t'es rendu un expert, tu l'as appliqué une fois, puis c'était ça quand même, la personne devenait une espèce de personne ressource pour le reste de l'équipe. Et donc, ces compétences-là qu'on peut développer dans le contexte de notre travail deviennent en quelque sorte des compétences commercialisables. Et en anglais, on appelle ça des marketable skills. Ça devient des atouts qu'on peut ajouter sur nos CV puis qui vous rendent, là, qui vous démarquent possiblement là, des restes des gens qui vont appliquer pour les mêmes postes que vous. Alors, n'hésitez pas des fois à plonger un petit peu là, dans l'apprentissage, ça peut aider certainement. Donc, personnellement, quelques compétences que j'ai développées selon ce modèle-là, les outils technologiques, donc la production audiovisuelle, le graphisme. Bien entendu, là, on devient meilleur avec la pratique et pour être bien franc, il y aura toujours des experts qui seront meilleurs que nous, les T. Mais chaque compétence qu'on développe là, peut, comme je dis, là, vous faire démarquer du reste des gens. Alors, ça fait le tour de ma courte présentation d'intro. Merci beaucoup, Paul. C'était super. On a beaucoup appris avec vous. Maintenant, je passe la parole à Émilie. Qu'est-ce qui vous a poussé à fixer des limites concernant ce qui est important? Désolée, juste un instant. Qu'est-ce que c'est là? OK. Alors, je vais parler à propos de ce qui vous a poussé à fixer des limites concernant ce qui est important. Alors, je vais juste partager un peu de mon histoire et qu'est-ce que j'ai appris du début de ma carrière jusqu'à maintenant, qui ne c'est pas longtemps, c'est juste 5 années, mais j'ai appris beaucoup. Et puis, enfin, discuter mes variables. Alors, au commencement, c'est comment je me définis. Alors, quand on peut voir, désolé, est-ce que je partage le mauvais écran? C'est correct? Oui? OK. Oui, désolé. Alors, comment je me définis? Pour moi, pour la plupart de ma vie, et peut-être pour beaucoup de vous, j'étais étudiant. Comme travail jusqu'à quand j'avais 4 ans jusqu'au 24, je pense. J'ai fait une maîtrise, alors je ne voulais pas vraiment quitter l'école. Et c'était une grande partie de ma identité. Et quand on peut voir juste cette petite visuel optimiste que beaucoup de mes temps sont occupés avec l'école. Puis, je aussi travaille et un peu de temps libre. Et comme je suis aussi optimiste, dormir 8 heures pendant la journée de 25 heures, mais pas toujours. Et aussi, il y a des autres titres que je mets, copine, sœur, fille, petite fille, amie. Mais vraiment, pour moi, j'étais étudiant et employé. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'étais juste employée. Et je trouve que j'ai beaucoup de ce temps libre et je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je fais parce que c'est juste avant de la pandémie, j'ai temps libre pour la première fois. J'ai pas assez de stress dans ma vie parce qu'avec l'école, il y a toujours les prochaines choses à étudier. Il prend beaucoup de votre temps et votre énergie. Alors, pour moi, j'ai décidé de remplir ce temps libre avec plus de travail et travail supplémentaire
pour juste me rester occupée. Comme j'ai dit, oh, j'étudie, je travaille, maintenant je travaille, je veux travailler un peu plus pour peut-être réussir ou pour m'aider à trouver des autres opportunités. Et pour moi, c'était une mauvaise décision parce que c'était une recette pour burn-out et je deviens tellement fatiguée. J'ai essayé de faire beaucoup plus que j'étais capable et c'était juste pas un bon temps pour moi. Alors, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est... Oh. Merci. Ce que j'ai appris, c'est la connaissance de soi. Alors, désolée, j'ai perdu la présentation de ma côté. Désolée tout le monde. Alors, d'être honnête avec moi-même et mes compétences, juste pour m'aider à être plus confiante dans mes positions, dans mes postes et d'essayer d'éviter les mauvaises situations. Et j'ai aussi, c'est connecté bien à la santé mentale. Alors, je suis quelqu'un qui a du mal à dire non et je fais toujours plaisir aux gens d'en fixer des limites et c'est un problème pour moi. Et il est facile pour moi de tomber dans une dynamique de travail où je dois toujours faire plus avec mon temps et mon journée. Alors, pour ma santé mentale, c'était bon pour moi d'engager avec une conseillère pour m'aider à vraiment réfléchir, développer ma connaissance de moi-même et aussi de faire un peu d'introspection et réfléchir à pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais et comment mes propres préjugés et préventions ont un impact à mon travail et mes sentiments au travail aussi. Et puis, le troisième point, c'est un conseil que j'ai... Non, c'est encore le même. Oui, merci. Ma troisième point, c'est juste une petite histoire d'un conseil que ma directrice m'a donné avant que je quitte de Toronto à Ottawa. Et elle m'a dit, premièrement, qu'en Ottawa, personne n'allait avoir mes intérêts en tête. Et j'étais un peu comme, oh, ça, c'est pas assez gentil. J'ai pensé que Ottawa était beaucoup d'opportunités, tout le monde a beaucoup de postes, on peut faire des réseautages et c'était comme un espace qu'on peut créer. Mais elle dit, c'est pas grave, mais c'est juste d'être un peu réaliste avec mes exigences des personnes dans mes réseaux, car vous devez toujours avoir vos intérêts à l'esprit. Vous ne pouvez pas attendre à ce que les autres fassent. Et des fois, il y a des gens qui t'aiment et qui vous veulent réussir et t'aider, mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas toujours la priorité. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire de vous une priorité. Alors, j'ai bien compris ça après des années. Comme il y a une courbe d'apprentissage, j'ai trouvé dans le monde du travail que je n'ai pas vraiment connu auparavant. Et c'est difficile de savoir avant de commencer à vraiment travailler dans un bureau, comme les politiques de l'édifice. C'est une dynamique sociale c'est difficile de préparer. Alors, avec ces conseils, une connaissance de moi-même, ça me protégeait un peu et d'être réaliste, comme j'ai dit, avec mes exigences des autres. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, pour mes variables, c'est juste une petite liste que j'ai faite. Je dois être capable d'être créatif. J'aime beaucoup créer des placemats, des présentations. C'est amusant pour moi. J'ai besoin de voir l'impact de mon travail. Et j'ai besoin de la flexibilité avec mon horaire et mon lieu de travail. Vraiment, j'aime beaucoup travailler à la maison. Alors, pour moi, je ne sais pas si je serai capable de travailler encore dans l'édifice pour 5 journées par semaine et même 2 jours. C'est pas, pour moi, c'est tellement bon de travailler à la maison. Et finalement, je dois sentir estimé et respecté. Et ce dernier point, c'est encore réaliser ma santé mentale et comment je sentis dans le bureau avec mon équipe, avec mes collègues. C'est très important et a un effet profond sur ma performance au travail. Et prochaine. Alors, comment j'ai déterminé mes valeurs? Je me demande juste quel est l'impact sur moi si l'une de ces variables manque. Alors, pour le 4e de l'autre slide, ce moment dans ma vie, c'est un grand impact sur moi.
Et à partir de là, il s'agit de déterminer où je peux faire des compromis et où je dois défendre mes intérêts. Alors, la réponse au premier point peut changer, mais je vous encourage à profiter du temps libre pour vous avec gagner après avec être allé à l'école toute votre vie et apprendre à vous connaître en tant qu'adulte et comme employé et pas étudiante, employé à temps partiel. Pour moi, c'était un changement que je n'ai pas vraiment noté au moment. C'était juste après quelques années de comme remplir mon temps libre avec travail que je vois, je sentis que je manque quelque chose, je n'ai pas vraiment les intérêts dehors du travail et maintenant, je ne veux pas sortir de la maison, mais avant, j'essaie de sortir plus juste pour connaître ma communauté et faire beaucoup avec mon temps libre qui est dehors du travail. Prochaine. Alors, pour conclusion, c'est juste de consacrer de l'énergie à apprendre à vous connaître et soyez gentil et honnête avec vous-même. C'est tellement important. La vie, ce n'est pas toujours gentil. Alors, vous pouvez être gentil avec vous-même. Et puis, il n'y a pas de chemin défini. Alors, prends ce temps pour vous connaître bien et il n'y a pas un correct chemin pour vous. C'est juste, qu'est-ce que tu veux le faire? Essayez-le et n'avez pas de changer d'autres chemins ou changer votre tête. Et la prochaine, c'est juste la fin. Merci pour votre temps et votre attention. Désolée pour les problèmes techniques. Merci beaucoup, Émilie. Je pense que les problèmes techniques, c'est juste une partie du monde virtuel et tu as fait très bien à les résoudre. Donc, bravo. Mélanie, je passe à vous. Comment aidez-vous les autres à déterminer leurs priorités? Super bonne question. Merci beaucoup, Maria. Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vous joins sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe et je suis environ à 15 minutes du Kitchissippi, qui est la rivière des Outaouais. Alors, mon cher Marc-André va partager ma présentation. Super. Je vais vous raconter un peu comment j'encourage les autres et je guide les autres à identifier c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi les choses importantes pour eux à considérer quand ils vont choisir un poste ou la prochaine étape dans leur carrière. Alors, allons immédiatement à la prochaine diapo. Alors, il y en a qui me connaissent un peu pour ma présence sur les médias sociaux. Je parle souvent du numérique. J'étais directrice par intérim à Transport Canada pendant plus d'1 an. Je lidais la transformation là-bas. Je me suis jointe à EDSC pour gérer la transformation ici. Alors, je parle souvent de ce sujet. Par contre, ce n'était pas toujours ma carrière. Alors, entre 2006 et 2008, j'ai complété 4 termes coop en complétant mon baccalauréat en commerce à l'Université d'Ottawa. J'ai aussi fait un terme FSWEP. C'est de cette façon-là que j'ai réussi à obtenir une affectation permanente avec le gouvernement du Canada, avec le service correctionnel. Écoute, j'étais fan du show The Apprentice dans le temps avec Donald Trump. Cette histoire est difficile à raconter ces jours-ci, considérant tout ce qui s'est passé avec M. Trump. Mais c'est ça qui m'a envoyé vers le commerce, vers la gestion de projet au service correctionnel. Alors là-bas, j'ai aidé à monter le bureau de gestion de projet. Alors, entre 2009 et 2012, ça allait bien. Je suis allée de AS1 à AS3 à AS4. Je voyais vraiment ma carrière grandir. Je me sentais confortable avec les gens autour de moi. J'avais la chance de présenter en avant de grosses audiences. C'était vraiment formidable. 2013, c'était le crash. Alors, Paul l'a mentionné, je pense qu'Émilie l'a mentionné un peu, le terme dépression, le terme burn-out. J'en avais simplement trop sur mon assiette. Je faisais ma maîtrise à temps partiel le soir. Je travaillais à temps plein. Je travaillais aussi dans un environnement extrêmement toxique. Et je n'avais pas réalisé à quel point ça avait commencé à m'affecter au détriment
de ma santé mentale et même de ma santé physique. Alors, 2013, pour moi, c'était une année très difficile. C'était aussi le temps où il y avait des réductions budgétaires énormes au sein du gouvernement fédéral. Alors, oublie ça, les promotions, les gens se sentaient vraiment pris. Alors, j'ai opté pour des mouvements latéraux. J'ai appliqué en 2014 à un autre poste au sein de la même organisation, encore au service correctionnel, encore dans le domaine de gestion de projet, planification. Donc, ce n'était pas un gros changement du point de vue sujet ou matière, mais plutôt, je devais vraiment changer d'équipe. Alors ça m'a vraiment fait du bien. Par après, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui était pour changer ma vie. Je vais en parler un peu plus profondément de cette personne. Et c'est là vraiment, en travaillant avec Corcan, qui est un programme spécial au sein du service correctionnel qui offre des opportunités d'emploi aux délinquants, c'est là où j'ai vraiment retrouvé ma passion pour les affaires, pour le commerce. Alors là, je me sentais, je mets mon bac, je mets ma maîtrise en pratique, j'applique ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Par la suite, là, j'ai perdu mon écran. Donc, ça, c'était 2015-2016. J'ai eu bébé numéro 1 pendant ce temps-là. 2017, j'ai juste passé 4 mois à la Commission de la fonction publique. C'était vraiment pas pour moi. C'était pas l'environnement pour moi. C'était pas la matière pour moi. Puis, je voulais me retrouver dans un domaine de TI, ce qui m'apporte à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Mars 2018. Bon, ici, je vais en parler de mars 2018, mais ici, c'était simplement pour raconter un petit peu qu'est-ce qui se passait dans ma tête en 2013 et les choix que je faisais pendant ce temps-là pour bouger à 2 reprises au niveau latéral, au niveau AS4. Alors, je vous encourage à aller visiter la vidéo de Matthew McConaughey. Je vais le mettre dans le chat et lui parle un peu de qu'est-ce qui est important. Comment choisir qu'est-ce qui est important? Puis Paul l'a mentionné, des fois, ça dépend, tu es où dans ta vie, tu es où dans ta carrière. Pour moi, dans cette crise en 2013, je devais me retrouver moi-même. Je devais retrouver un certain équilibre travail-vie. Comme l'a mentionné Émilie, elle mentionnait je ne passe pas beaucoup de temps dehors, je n'ai pas vraiment d'intérêt. Je me trouvais là aussi. Alors, j'ai commencé à passer du temps dehors, à retrouver mes amis. J'ai parlé à un médecin et j'ai pris beaucoup de temps de réfléchir à qu'est-ce qui me rend contente, qu'est-ce qui m'intéresse. Puis, je vais en parler un peu plus loin. Alors, prochaine diapo. La personne qui a changé ma vie, c'était vraiment Lynn Garrow. Alors, c'est elle qui m'a appelé. Elle a dit, Mel, je t'offre une job. Tu es dans un bassin au niveau AS4, encore au même niveau. Ça faisait des années que j'étais au niveau AS4, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimerais que tu viennes me joindre comme mon assistante exécutive. Elle était la PDG pour Corcan. En anglais, on appelle ça la CEO. Écoute, pour quelqu'un qui a étudié en affaires, ça me semblait tellement excitant. Cette personne a changé ma vie car elle a vu mon potentiel quand je ne le voyais pas moi-même. Elle me donnait la confiance, me donnait des gros projets, me donnait tout ce que j'avais besoin pour réussir en termes de formation et de support émotionnel et d'encouragement. J'avais vraiment tous les ingrédients pour une recette magique. Et j'ai retrouvé mon bonheur et j'ai retrouvé ma passion pour le service public et pour les affaires aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Mars 2018, c'est quand j'ai commencé à trouver ma passion pour le numérique. Alors, je voyais Transport Canada, je voyais les employés à tous les niveaux parler ouvertement de leur travail sur les médias sociaux. Et je me suis dit, écoute, je pense que je devrais travailler là. Ça me semble vraiment intéressant et j'aimerais en faire partie. Puis c'est là que Julie Lee avait partagé avec moi.
la directrice principale là-bas, que si vous n'engagez pas en ligne, vous ne faites pas votre travail correctement. Puis pour moi, ça, c'est devenu un hit or miss avec les futurs guides que je cherchais. Si on ne me permet pas de m'exprimer en ligne ou d'utiliser les médias sociaux dans mon travail quotidien, je vais chercher un travail ailleurs. Je voulais aussi ajouter que Lynn Garreau et Julie Lees aussi m'ont vraiment encouragée d'un point de vue carrière et m'ont donné pas seulement le mentorat et les outils nécessaires, mais aussi le support que j'avais besoin. Ils me donnaient plusieurs opportunités. Alors, cherchez-vous des gens qui sont des parrains, des parraines et non seulement des mentors. C'est une distinction très importante. Prochaine diapo. We're flying. Alors, finalement, j'ai trouvé mon équilibre. Là, je me sens comme j'ai les choses en main. J'ai les médias sociaux. Je me sens comme j'ai ma voix, j'ai mon influence. J'ai réussi à monter les échelons A5, A6, PM6, qui est comme un AS7. J'ai passé du temps comme directrice par intérim, comme EX1. Alors là, je me sens là, comme les choses tombent en place. Mais comme le dit Maria, l'argent, ce n'est pas tout. Hein? L'argent, c'est juste une petite partie. Les autres composantes tellement importantes, c'est ton environnement de travail, comment les gens sont respectueux, comment ils t'apprécient, ils valorisent les opportunités qu'on t'envoie grâce à ton gros travail, ton beau travail. Alors, prochaine diapo. Alors, quelques Q&As. Est-ce que je devrais rester dans le même ministère ou muter ailleurs? Alors, Paul l'a mentionné que lui, vraiment, il se trouvait dans des situations où il voulait en apprendre plus, il voulait devenir expert. Moi, je me trouve un peu dans un environnement où que je suis généraliste. J'aime toucher à tout. J'y vais pas plus creux que ça. J'aime être dans une position où que j'en connais assez pour être dangereuse. On connaît l'expression en anglais « enough to be dangerous ». On utilise cette expression-là aussi quand on parle de notre dossier de transformation à EDSC. Écoute, à quel degré connaissez-vous notre mandat de transformation à EDSC? Un petit peu, pas mal, enough to be dangerous. Alors, c'est une échelle qu'on aime ça utiliser. Alors, comment déterminer si c'est la job pour toi? Comment faire le choix? En premier, il faut vraiment commencer à se connaître, comprendre what makes us tick, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et comment on fonctionne comme être humain. Alors, prochaine diapo, il y a plusieurs outils à votre disposition. Alors, premièrement, si vous voulez consulter le Myers-Briggs Assessment, voici mon résultat. Certainement, je me demande si le résultat changerait ces jours-ci. J'ai fait ça en plein milieu de ma maîtrise en affaires, ESTJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais mis je suis pratique, réaliste, concrète, décisive. Je me déplace rapidement pour mettre en œuvre les décisions. Je suis organisée et j'aime faire avancer les choses. Quand on parle de mobilize people, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je me concentre sur les résultats, la manière la plus efficace de m'y rendre. Je prends soin, je force un peu la mise en œuvre de mes plans. Alors, j'aime que les gens respectent mon plan et qu'on reste on track, on schedule. Alors, ça, c'est un vraiment bon exercice pour apprendre à se connaître. C'est quoi nos forces, nos faiblesses. Et aussi, le Myers-Briggs va te donner des suggestions de quel job serait bonne pour toi. Le deuxième, c'est Insights Profile et ce lien-là est disponible en français, heureusement. Je vais le mettre dans le chat. Alors, moi, je suis verte et jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis vraiment passionnée. Pour moi, là, le mandat
par exemple, la raison que je me suis joint à EDSC, c'était vraiment pour le mandat. Être là quand les Canadiens ont besoin de nous, quand ils sont les plus vulnérables. Je suis jaune aussi, si ce n'est pas évident, je suis plus ou moins extrovertie. J'aime beaucoup présenter, j'aime beaucoup l'engagement, la collaboration. Alors, vous pouvez voir ici la comparaison entre quelqu'un qui est plus vert, plus rouge, plus bleu, qui porte attention aux détails, ou jaune, qui est un peu plus extroverti. Les autres choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est le pouvoir d'influence, être capable d'influencer les gens, les décisions. Je n'ai pas besoin d'être la personne qui prend les décisions, mais j'aime être proche des personnes qui vont prendre les décisions et de les influencer. J'aime aussi retrouver un sens de contrôle, comme j'ai mentionné avec les horaires et les cédules. J'aimerais ça rester on track. Donc, pour moi, le sens de contrôle, c'est très important et j'essaie de me trouver des environnements qui vont me permettre de gagner ce sens de contrôle. Prochaine diapo. On est presque arrivé. Alors, comment puis-je trouver ce qui m'intéresse? Il y a plusieurs options. Comme vous le voyez à date, avec l'histoire à Paul, l'histoire à Émilie, mon histoire, c'est pas nécessairement uniforme. Moi, j'ai eu mon gros crash en 2013, directrice par intérim, retombée à mon poste de gestion. C'est all over the place. C'est normal. Alors, comment figurer qu'est-ce qui vous intéresse? Vous pouvez faire les évaluations de personnalité, c'est certain. Vous pouvez avoir du mentorat avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Parlez-en à votre superviseur. Le son a été coupé. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, Mélanie. OK, super. Parlez-en à votre superviseur. Donc, par exemple, récemment, j'ai mentionné à mon directeur exécutif que, écoute, j'aime ça influencer, mais là, je commence à trouver ça difficile. Puis le fait de ne pas avoir ou de ne plus avoir le titre de directrice commence vraiment à m'affecter. Les gens ne veulent même pas être à la table avec moi. Donc, en parlant très ouvertement à mon directeur exécutif, il a commencé à mettre des choses en place. Il m'envoie en formation, il m'a ajouté à un groupe de mentorat avec des exécutifs dans l'organisation. Comme ça me donne un peu plus de crédibilité, de legitimacy, comme on dirait en anglais. Vous pouvez faire du job shadowing. Vous pouvez voir, ça m'intéresse de voir comment quelqu'un dans ce bureau-là opère, ou c'est quoi être assistante exécutive, ou c'est quoi travailler dans les opérations. Alors, ça n'a pas besoin d'être quelque chose pour 6 mois consécutifs. Ça pourrait juste être pour une journée, un peu comme on faisait sur le côté de l'Ontario. À l'école secondaire, tous les élèves ont l'opportunité d'aller suivre quelqu'un sur le marché du travail. Alors, c'est un peu ce même concept. Soyez toujours connectés sur GC Connect, les médias sociaux, emploi.gc.ca. Le meilleur avis que j'ai reçu, c'est de faire de votre passion une partie de votre titre de poste. Alors, si l'antiracisme vous passionne et vous intéresse, allez vous chercher une job avec lequel votre titre de travail sera gestionnaire antiracisme, département de la défense. Et ça existe. Prochaine diapo. Ma journée est bien remplie. Comment puis-je consacrer plus de temps à la planification de ma carrière? Écoute, j'ai 2 jeunes enfants, presque 3 ans, un de 5 ans. Ce n'est pas évident de trouver le temps pour moi. Alors, pour moi, mon glory hour, c'est tôt le matin, de 6 heures à 7 heures. Paul et Émilie ont eu le taste ce matin. Quand je les ai envoyés des tweets à 6 heures du matin. Et à ma surprise, ils ont répondu immédiatement, ce qui est fantastique. Alors, trouve-toi un temps où tu es le plus productif et consacre ce temps à ta carrière. Peut-être que tu vas poster quelque chose en ligne. Peut-être que tu vas mettre à jour ton résumé. Peut-être que tu vas envoyer un courriel pour avoir un petit coffee chat avec quelqu'un que tu admires. Je vous l'encourage. Alors, avec ceci, dernière diapo,
Si vous avez trouvé ça utile, envoyez-moi un message direct. On peut avoir un café. Puis ça me fait plaisir de me connecter avec vous en ligne. Je suis aussi sur TikTok en passant. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait paraître que vous aimez présenter. C'était vraiment super. Donc, merci à tous pour vos présentations honnêtes, perspicaces et inspirantes. Nous allons maintenant passer à la partie suivante de notre session où l'équipe du RGFF a prévu des discussions pour le panel. Pendant qu'ils répondent, n'hésitez pas, les participants, à utiliser la fonction Q&R pour poser vos propres questions. La dernière partie de cette session est consacrée aux questions du public. On veut entendre vos opinions, vos questions, vos commentaires. Pour lancer la balle, débutons-nous par celle-ci. Donc, pour en intérêt du temps, je vous demanderai de garder vos réponses assez courtes. Émilie, qu'est-ce qui se passe si le plus important pour moi, c'est de payer mes factures? C'est une bonne question. Je dis juste réfléchir pourquoi vous êtes fonctionnaire, comme on sait, notre salaire, c'est disponible en ligne, on peut voir de toutes les classifications. Vous pouvez avoir une idée d'où vous êtes et si vous continuez dans CA ou PM, AS, n'importe quoi, combien tu peux réussir. Alors, pensez un peu de la future et si vous pouvez attendre, faites-le, mais si vous avez vraiment besoin de payer des factures et gagner de l'argent et ça a besoin, c'est plus haut que vos désirs d'être fonctionnaire, c'est pas grave de quitter pour une fois, travailler pour vous-même. Tu peux toujours retourner, toujours ici, mais je comprends bien pour des gens, c'est pas toujours le même choix. C'est comme je dois payer mes factures. Si vous êtes responsable à des dépendants, tes parents, tes enfants, c'est pas toujours une décision facile, mais des fois, c'est nécessaire. J'espère que c'était court. Oui, non, c'était super. Merci beaucoup. C'était très compréhensif. Donc, je passe à vous, Paul. Que dois-je faire lorsque mes valeurs et mes besoins sont en conflit? Oui, donc je pense que c'est une question qui est un peu complémentaire à la dernière. Puis pardonnez-moi, vous allez entendre des enfants qui arrivent de l'école à l'instant. Mais bref, on a préparé des collations et les téléphones pour les occuper entre-temps. Donc, c'est ça, je pense que la clé, encore une fois, là, comme j'ai mentionné en introduction, c'est de prioriser certaines sphères de nos vies, surtout d'accepter cette priorisation-là. Donc, si on a décidé de rester dans un poste qu'on apprécie moins pour pouvoir subvenir à nos besoins personnels ou essentiels, là, ou ceux de notre famille, on doit accepter qu'on n'aura peut-être pas le travail de nos rêves. Ça ne veut pas dire d'abandonner toutes les recherches, là, parce que je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer son sort, mais en acceptant la priorisation, au moins on réussit à être plus heureux dans notre quotidien. Puis, qui dit besoin, dit pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être selon la pyramide des besoins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. On va publier un lien dans le chat là, qui vous montre un petit peu c'est quoi. Mais à la base de la pyramide, c'est nos besoins physiologiques. Ensuite, nos besoins de sécurité, ça inclut la sécurité psychologique, donc important dans un contexte de travail, bien entendu. Ensuite, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et finalement, en haut de la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement. Alors, c'est important de travailler au bas de la pyramide vers le haut sans sauter d'étape pour tenter d'avoir une certaine stabilité dans nos vies. Alors, je ne sais pas si le lien a été partagé. Je l'ai ici à proximité. Je vais aller le faire là, sans problème. Mais ça se résume un petit peu à ça, ma réponse, Amy. Super, merci beaucoup et beaucoup par la ressource. Cette pyramide va tous nous aider à situer nos besoins un peu. Mel, je passe à vous. Lorsque j'envisage un nouveau rôle, comment puis-je évaluer si c'est meilleur que l'ancien, hormis le salaire? Ça me fait tellement penser à mon expérience quand j'ai su que je n'étais pas pour être renouvelée à Transport Canada en mars. J'ai commencé à faire ma recherche de ça serait quoi mon poste idéal. Je viens de compléter une année incroyable comme directrice de la transformation. Alors,
c'était quoi mon checklist? Puis c'est ça que littéralement, je me suis fait un checklist. OK, j'aimerais ça travailler pour une leader comme Lynn Garreau, la meilleure leader pour qui j'ai travaillé. J'aimerais ça être proche des gens qui prennent les décisions. Alors, être capable d'utiliser mes pouvoirs d'influence. J'aimerais gérer une équipe. J'aimerais blablabla. Alors, j'ai fait ma liste. Écoute, ça m'a pris environ 3-4 mois à consulter des gens s'il y avait des recommandations, à rencontrer plusieurs personnes et plusieurs directeurs et directrices pour voir si c'était pour être un bon fit pour eux, un bon fit pour moi. J'ai pris mon temps, mais j'avais mon petit checklist avec moi. Alors, j'étais tellement heureuse quand j'ai rencontré Annie Trudeau qui a depuis pris sa retraite, mais elle avait fait une remarque très intéressante. Elle avait dit, « Hey, je ne crois pas comment ça a été facile de te trouver, te rencontrer, puis je me sens comme ça va se passer tellement rapidement, t'embaucher. » Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, « When it's good, it shouldn't be hard. When it's meant to be, it shouldn't be hard. » Alors, si c'est la bonne décision, ça devrait être une décision vraiment facile à prendre. Tu ne devrais pas te questionner, faire du back and forth. Alors, get your checklist. J'adore ça. Merci beaucoup. Donc, on va te revenir, Mel. On va faire un autre tour du verso. Comment puis-je signaler à mon supérieur que mes besoins ne sont pas satisfaits par mon rôle uniquement? Oui. Des fois, on se trouve dans des situations où on essaie de se conformer à notre environnement ou à manipuler notre environnement pour se conformer à nous. C'est souvent des situations malsaines. Ça va peut-être fonctionner pour le court terme. Tu vas être capable de trouver quelque chose qui fonctionne, mais de garder ce contrôle de façon quotidienne, ça va s'écrouler à un moment donné. Alors, la meilleure chose, c'est prends le temps pendant ce début-là avec ton gestionnaire, prends le temps d'en parler. Parle aussi un peu de, OK, voici qu'est-ce que je peux faire pour toi, cher gestionnaire, mais voici qu'est-ce que j'aimerais en retour. Alors, ça me fait plaisir de m'embarquer dans ce projet-là, puis d'en faire un vraiment beau travail, mais j'aimerais aussi l'opportunité de temps à autre de participer à tes rencontres ou d'explorer un peu c'est quoi gérer un budget. Alors, prends l'opportunité de négocier un peu. C'est certainement pas facile pour les femmes. Ça c'est pas quelque chose qu'on est vraiment bonne. On n'est pas bonne à négocier nos salaires, on n'est pas bonne à négocier nos termes d'emploi. Alors, je vous encourage à développer ce réflexe, développer cette compétence. Les autres choses que tu peux faire, c'est le mentionner pendant ton évaluation ou ton performance agreement, alors ton accord de performance. Prends l'opportunité d'identifier dans ta section d'apprentissage, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes désirs. Puis écoute, tu te connais le plus en termes de rendement. Merci beaucoup. Merci pour le chat. Vous venez à ma rescousse. Alors, de temps à autre, les gestionnaires, ils vont essayer de te guider. Des fois, tu vas avoir des commentaires un peu étranges. J'avais quelqu'un qui m'avait dit dans mon entente de rendement, j'avais dit, j'aimerais vraiment ça être gestionnaire un jour. J'aimerais que ça soit dans mon plan pour les 5 prochaines années. Puis le gestionnaire m'avait dit, ben Mélanie, qu'est-ce qui arrive si tu tombes enceinte? Ce n'est pas quelque chose à quoi je m'attendais et pas nécessairement le meilleur conseil. Écoute, les femmes, vous faites tout faire. Alors, laissez pas ces sortes de commentaires-là vous affecter. Allez chercher des vraiment bons conseils, peut-être un niveau plus haut de votre directeur, si jamais c'est le cas. À cause des fois, les discussions pendant les attentes de rendement, ça ne va pas toujours à notre façon. Alors, vous avez plusieurs autres options. C'est ça mon message. Merci beaucoup. Donc, on avait une question prévue, mais on a une question dans le chat qui est vraiment pertinente. Donc, Paul, je vais la lancer à vous. On parle de respecter ses valeurs personnelles quand ça vient à son emploi.
On sait que différents ministères ont différentes valeurs et cultures. Comment allier les deux? Comment savoir si un autre ministère est un meilleur fit? Oui, donc, en fait, pour prendre connaissance de ce qui se passe dans d'autres ministères, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le réseautage pour ça. Donc, il y a une présence là, très importante là, de fonctionnaires sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, LinkedIn. Donc, beaucoup d'informations qui circulent là. On peut aussi joindre là, différents réseaux interministériels. Je pense notamment joindre ou suivre différents réseaux interministériels. Là. Je pense notamment au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, Communauté nationale des gestionnaires, les conseils fédéraux, régionaux, FlexGC, petite plug, FlexGC qui donne beaucoup d'informations. Puis, bref, d'échanger avec ces gens-là quand on en a l'opportunité, là, je pense que ça peut vraiment ouvrir nos horizons. Donc, il y a aussi ce qui s'en vient, probablement certaines personnes d'entre vous là, qui connaissent GC Exchange, qui est maintenant une plateforme Microsoft 365 là, qui est interministérielle. Il y a plusieurs communautés là-dessus. Donc, ça devient tous des endroits qui sont super pertinents à aller visiter. Puis d'ailleurs, par rapport à GC Exchange, je vais vous partager un lien. L'endroit où je travaille, le Lab d'innovation de CFQ, on accueille l'équipe du changement numérique du bureau du Conseil du Trésor en début février pour venir faire une présentation sur GC Exchange. Alors, si ça vous intéresse d'en connaître plus, là, venez à cet événement-là. Ça devrait être super intéressant pour vous. Alors, voilà. Super, merci beaucoup. Émilie, donc la dernière est à vous, puis ensuite, on va passer aux questions du public. Qui peut m'aider à établir ma liste de souhaits ou de points non négociables? Je pense que c'est une bonne question pour un mentor. Alors, je fais mon plug pour le groupe Facebook et même pour aussi tous les groupes que Paul a mentionnés. Vous pouvez trouver les gens qui peuvent répondre à vos questions de n'importe quoi de votre carrière. Mais pour savoir de ces non négociables, demandez à ta gestionnaire, à tes collègues, peut-être les membres de votre équipe qui sont un peu plus âgés, qui on sait juste un peu plus de qu'est-ce que je peux demander. Comme pour moi, j'imagine pas de demander de prendre une pause pendant mon déjeuner pour aller au gym. C'est comme, ça vient pas à ma tête que ça c'est quelque chose que je peux demander. Mais j'ai des collègues qui disent, non, pour moi, je prends ce temps, je travaille un peu plus pendant le matin pour être capable de le faire. Et c'est juste difficile de penser de n'importe quoi vous pouvez demander parce qu'on est souvent pas timide, mais on juste pense pas qu'on peut réussir, alors on pense pas de penser dehors de box. Yeah. Super, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à nos panélistes pour cette activité. Nous allons passer aux questions du public. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Q&R au bas de votre écran. N'oubliez pas que vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous aimez en utilisant la fonction du pouce. Allons-y. Alors, je vais commencer avec toi, Mélanie. Souvent, un poste moins intéressant pour nous a le potentiel de servir de tremplin vers quelque chose d'intéressant plus tard. Recommanderiez-vous cette stratégie de manger son pain quelque temps en attendant de quelque chose qui nous convient davantage? À partir de quand ça devient une perte de temps? Puis les autres panélistes, vous êtes les bienvenus à y rentrer aussi. Merci beaucoup. Super bonne question. Et je le recommande aussi. Souvent, les postes auxquels tu te rapportes à un vraiment bon gestionnaire, un bon leader, tu travailles dans un bureau d'administration exécutive, ce sont tous des vraiment bonnes opportunités pour connaître l'organisation, connaître tous les joueurs et vraiment bien se préparer pour la prochaine étape. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait quand je me suis joint à Corcan. Écoute, c'était ma deuxième fois, ma deuxième mutation à niveau, un mouvement latéral encore une fois.
Mais je me suis dit, écoute, je travaille pour quelqu'un d'exceptionnel. Je me rapproche un peu plus de la matière que j'ai étudiée à l'école. Oui, mon salaire ne va pas changer. J'ai encore le même titre, le même statut dans l'organisation, mais ça va m'ouvrir des portes. Et absolument, ça m'a ouvert des portes. Même pas 8 mois dans le poste, on commençait déjà à me fournir des options de ça serait quoi la prochaine étape. Alors, on aimerait ça t'offrir un A5, un A6. Allez, OK, comment est-ce qu'on va compléter les formulaires nécessaires pour que ça soit possible? Alors, je vous l'encourage. C'est qu'est-ce qu'on a fait récemment avec mon directeur exécutif. On a essayé de trouver des gens qui aimeraient se joindre à son bureau exécutif. C'est comme ça qu'il vendait. Il disait, écoute, je prends vraiment bien soin de mes employés. Si tu viens avec moi, si tu passes 1 an, 2 ans comme mon assistant, mon assistante, je vais vous ouvrir des portes. Je vais t'aider à atteindre les prochains échelons dans ta carrière. Super, merci beaucoup. Donc, parce que c'est une question assez applicable à Paul et Émilie, je vais vous passer la parole. Commençons avec vous, Paul. Oui, bien, je pense que là-dedans, c'est juste le danger de rester comme, tu sais, de rester dans cette réalité-là. Puis souvent, on va se le dire, là, on peut être dans le jus des fois, puis on peut mettre de côté justement notre développement de carrière, puis on est tellement ancré dans notre environnement, puis dans notre travail qu'on se sent presque mal de quitter puis de céder les dossiers qu'on a à notre charge. Donc, c'est d'essayer de finalement se détacher un petit peu de cette charge-là, de comprendre qu'il hey, va y avoir d'autres mondes pour venir prendre le relais, penser à soi-même, puis vraiment prendre le temps. J'ai aimé ce que Mélanie a dit tout à l'heure, là, vraiment de se consacrer des plages au développement de carrière, parce que si on ne le fait pas, tout le reste va prendre le dessus, puis on risque de rester là plus longtemps qu'on aurait dû. Donc, ce serait ma réflexion par rapport à ça. Merci beaucoup. Émilie, donc, recommanderez-vous cette stratégie et quand ça devient une perte de temps? C'est intéressant parce que pour moi, c'est passé exactement ce que Mélanie a dit avec je me souviens, c'est ta directrice ou exécutive de ton équipe, que j'avais une gestionnaire qui dit, hey, j'ai besoin d'assistante au bureau. Je sais que c'est encore CR4 et vous voulez gagner plus d'argent, vous faites un travail un peu différent, mais venez, travaille pour moi. Je peux t'aider à trouver des autres postes et aussi de connaître des autres gens parce que c'était dans un autre bureau qui travaille plus proche au ministère et au bureau de sous-ministère. Alors, ça me donnait beaucoup d'expérience, même si c'était le même niveau, juste comme le cadre de travail que je vois et la compréhension que j'ai développée là, dans ce bureau, ça m'aidait beaucoup de savoir l'organisation, l'agence et de savoir, OK, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, qui ne m'intéresse pas du tout. Et ça m'aidait beaucoup. Puis j'ai eu le temps de créer mes réseaux, de connaître les autres gens, des autres équipes pour trouver des autres postes. Alors, mais c'est difficile. Des fois, on est devenu comme confortable et c'est difficile de changer après un peu de temps. Alors, juste prends soin de ça et quand vous sentez que tu apprends rien pour moi, c'est le temps que, OK, on doit faire quelque chose de différent. On sentit que chaque jour, c'est la même, il n'y a pas de défi encore. C'est le temps de quitter, trouver une autre position, même si c'est juste pour comme une semaine, pour aider une autre équipe ou quelque chose de petit comme ça, juste pour continuer d'être motivé de changer. Merci beaucoup. C'est vraiment super. C'est très inspirant. J'apprends beaucoup après chacun de vos discours. Donc, on va passer à la prochaine question et encore, je vais la circuler aux 3 panélistes. Si mon poste idéal, celui qui correspond à mes aspirations, n'existe pas encore, comment pourrais-je le réaliser ou le trouver? Donc, Mélanie, je commence avec vous.
C'est tellement drôle que cette personne mentionne ça, que j'avais fait, là, je cherche dans Canva, j'avais fait un poster qui disait peut-être le poste que vous recherchez, ce n'est pas au prochain échelon. Peut-être le poste que vous recherchez n'existe pas encore. Alors, je vous encourage de créer votre propre description de poste. Je me rappelle, après mon affectation avec Transport Canada, quand j'étais à la recherche de ma prochaine gig, j'avais une rencontre avec l'Académie numérique. Puis maintenant, on le sait que j'enseigne à temps partiel, mais au début, je voulais me joindre à cette organisation à temps plein. Puis le DG là-bas m'a dit, Mélanie, peut-être qu'on a l'opportunité d'inventer une description de travail pour toi. Alors, si le poste que vous recherchez n'est pas disponible ou n'existe pas encore, créez-le vous-même, créez votre propre chaise, rendez-vous à cette table. J'avais un autre quote qui disait I couldn't get a spot at the table, so I built my own chair. The world is your oyster. Alors, je vous encourage à rêver, à utiliser vos réseaux et vraiment, la façon qu'on crée notre propre description de travail, c'est en faisant du vraiment bon travail de qualité et en le rendant très visible. Célébrez votre travail et célébrez vos accomplissements. Merci beaucoup, Mélanie. Paul? Oui, bien, justement, pour surfer sur le dernier point à Mélanie, le bon vieux storytelling. Donc, on en entend parler. Qu'est-ce que c'est le storytelling? Tu sais, c'est vraiment d'aller susciter des émotions des gens en contant une histoire, en démontrant une valeur ajoutée à ce que vous pouvez apporter, puis les raisons pourquoi que votre poste qui n'existe pas devrait exister. Donc, carrément, de démontrer la valeur de ce poste-là à la gestion, c'est là qu'ils vont avoir tendance à plus vous écouter que seulement si on pèle des nuages sans avoir de substance tangible. Donc, vraiment de dire, Colin, regardez tous les besoins qui existent. Moi, j'ai des solutions pour pallier à ces besoins-là, puis de le faire de façon à solliciter les émotions des gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mélanie, tu as ta main levée. Tu me fais penser à quelque chose, Paul. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi? Si ton poste n'existe pas, fais la cause pourquoi ça devrait exister. Écoute, c'est comme ça que Julie Lees, pour qui je travaillais, qui est devenue la toute première chef numérique à Transport Canada, un poste qui n'existait pas avant, elle a créé un code d'affaires. Écoute, c'était tellement élaboré qui expliquait à sa haute gestion pourquoi elle devrait être la première chef numérique. Et voici les raisons. C'était incroyable. Je vais essayer de trouver ce code d'affaires puis le partager avec les gens. Je crois que je l'ai sauvegardé en quelque part. Merci beaucoup, Mélanie. J'adore la conversation. Émilie? Juste pour aider une peu de mon histoire, alors ma première poste, c'était créé. Ça n'existe pas, j'étais étudiant et j'ai fait exactement ça et c'était à cause de ma gestionnaire qui dit hey, on a besoin de plus qu'un étudiant, mais pas nécessairement quelqu'un au niveau de, comme elle était FB4, alors comme superviseur à la SFC. On n'a pas besoin de quelqu'un à ce niveau, mais on a besoin juste un peu plus d'étudiants. Emily est ici, elle déjà travaille et on a déjà démontré que, OK, il y a beaucoup plus de travail que les heures de l'étudiant peut travailler. Et c'est juste comme ça, on a parlé, j'ai donné comme mes conseils. Comme j'étais étudiant, j'avais un peu peur de faire une business case et tout ça, mais c'était soutenir et il y avait une demande. Alors, on a créé la boîte et j'ai changé d'étudiant à poste, je pense que c'est casual, puis intermédiaire, tout ce processus de bridging. Je ne me souviens pas vraiment, et c'était pas un grand travail comme trop compliqué, c'était juste, on a une petite, comme, on a un processus au moment qui ça fonctionne, mais ça peut être un peu plus mieux avec pas beaucoup plus d'argent. Comme procès A4, c'est pas comme payer pour un nouveau chef d'équipe. C'est juste convertir une boîte d'étudiants à
une CR4, c'était pas grave. Et comme la position n'existe avant, ils juste pensaient que c'est un étudiant, on a besoin d'aide, et puis on réalisait on a besoin d'un peu plus d'aide. Alors, ça peut passer à n'importe quel niveau, vraiment. C'est juste pour trouver où il y a un besoin et puis démontrer comment vous pouvez répondre à ce besoin. Merci beaucoup. Et sur cette note, Émilie, tu nous parles de besoins. Je vais faire le retour encore aux panélistes comme au verso. Émilie, il y a une question. Comment puis-je aborder la discussion de mes besoins et la négociation des conditions de travail optimales avec mon ou ma gestionnaire afin d'assurer que mes valeurs personnelles et professionnelles soient respectées et mes besoins comblés? Je pense que maintenant, c'est le meilleur temps d'avoir ces conversations avec ta ou ton gestionnaire parce qu'on a tout vécu pendant une pandémie. On sait que la santé mentale s'impacte les gens. C'est quelque chose qui passe et c'est assez facile de voir comment vous sentez au travail, tes besoins, tes variables, ta santé mentale, ils sont tous connectés. Et même moi, j'ai un peu peur. La première fois, j'ai la conversation à ma gestionnaire de dire « j'ai besoin un peu plus de vous pour m'aider, mais juste ayez la confiance de commencer la conversation. Si c'est le plus mauvais cas, il ne te soutient pas et c'est mauvais, commence à chercher un autre poste. Et peut-être, il y a quelqu'un d'autre qui tu peux parler pour dire, je ne me sentais pas assez bien ici. Qu'est-ce que je peux faire, avec qui que je peux parler? Parce que c'est, au ce moment, je me serais surprise si un gestionnaire ne t'écoute pas pour t'aider à sentir mieux et respecté dans l'espace du travail. Mais je sais que des fois, ça passe. Oui, mais ça, c'est mes conseils. Merci beaucoup, ils sont bien notés. Paul, et vous? Moi, j'avais de la difficulté à enlever mon mute. Donc, en fait, je pense que pour faire valoir nos points, qui on est, nos valeurs, encore faut-il qu'ils les connaissent. Et donc, c'est de trouver des mécanismes. Donc, il y a des discussions qu'on peut avoir, mais il y a toutes sortes de produits qui existent aussi. Mélanie, elle en a parlé un petit peu, là, Insights, MBTI. Tu sais, c'est des produits, en fait, qui vont permettre à la gestion de savoir qui on est. Et il va leur donner l'opportunité de pouvoir mettre en valeur qui vous êtes finalement. Et donc, il faut trouver le moyen de bien communiquer ces choses-là pour qu'ils aient l'opportunité de le faire. Parce que souvent, il y a un manque de connaissances de part et d'autre. Et j'en ai parlé tout à l'heure, comment que j'étais chanceux d'avoir des chefs d'équipe qui me faisaient confiance, qui m'accordaient une certaine liberté professionnelle. Bien, c'est parce qu'ils savaient que moi, c'est où ce que je performais le mieux, c'est quand que le facteur passion était là, puis quand on innovait, puis on optimisait, puis c'est vraiment là que, utiliser ces gens à bon escient, finalement. Donc, vraiment, trouver des mécanismes créatifs pour apprendre à se connaître. Je pense que c'est vraiment important dans ça. Merci beaucoup, Paul. Et vous, Mélanie? Oui, c'est une super bonne question. Puis je m'écrivais quelques notes pendant que j'écoutais Émilie et Paul parler avec leurs super bonnes suggestions. Alors, je dirais que le marché présentement, comme Émilie, elle avait tellement raison quand elle dit avec la pandémie, tu peux facilement avoir des conversations sur l'équilibre vie-travail, sur la santé mentale. C'est un sujet énormément important. C'est dans les objectifs des exécutifs de bien supporter leurs employés. Alors, vous avez vraiment une belle opportunité là. Et le marché, avec tout ce qui se passe, favorise les employés présentement. Alors, comme on dit en anglais, it's an employee market. Vous avez le pouvoir présentement. Les départements, les gens qui cherchent à embaucher
sont vraiment en crise, recherchent du talent comme vous ne le savez pas. Donc, vraiment, démontrer à quel point vous êtes compétent, vous avez fait du beau travail, parler de votre expérience sur des projets spéciaux, des micro-missions, comme on appelle ça des fois, parler des prix que vous avez reçus ou de vos nominations. Ça, c'est d'autres façons intéressantes de supporter sa cause. Portez-vous volontaire pour représenter l'équipe, faire des présentations, faire des gigs par intérim. Ça va certainement vous aider avec vos négociations en disant, écoute, pour la dernière année, j'étais, comme dans ma situation, directrice par intérim. Je cherche au moins le prochain niveau au-delà du AS6 et c'est comme ça que j'ai été capable de négocier mon PM6 qui est comme un AS7. Alors, vraiment, si vous faites du beau travail et vous êtes capable de bien identifier à quel point vous rencontrez les besoins du poste, les critères du poste et au-delà, vous avez toutes les bonnes cartes de votre côté. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je prends des notes en vous entendant parler. Je pense qu'il y a des participants aussi qui vont échoer cette phrase-là. Donc, pour la fin, j'aimerais juste vous demander, est-ce que vous pouvez nous donner un mot de la fin puis meilleur conseil? Donc, je vais commencer avec toi, Émilie, ensuite Paul, puis Mélanie. Donc, votre meilleur conseil ou un mot de la fin pour conclure? Mon conseil, c'est que tu peux demander à Paul et revient à moi. Je l'aime. Super. Paul, la parole est à vous. On en a parlé. Je pense que c'est de ne pas se confiner à l'environnement dans lequel on est, de bien communiquer qui on est avec les gens, nos superviseurs, mais bien communiquer qui on est pour qu'ils puissent nous utiliser à bon escient. Donc, ça, pas avoir peur de changer d'organisation. On est à l'intérieur d'une organisation. Souvent, l'information qu'on reçoit est filtrée en quelque sorte. Il ne faut pas avoir peur de sortir de ça. Emily a parlé tout à l'heure d'inconfort. Donc, embrace the uncomfort. Puis, embrasser, ce n'est pas le bon mot, là, mais vraiment là, apprécier l'inconfort, si on veut. Donc, puis à force de le faire, bien, on devient plus à l'aise à être inconfortable aussi, puis on prend confiance aussi en nos compétences puis nos capacités. Merci beaucoup, c'est bien noté, Paul. Super. Émilie, est-ce que vous aimeriez répondre? Oui, j'ai. Ma conseil, c'est juste vraiment la valeur d'avoir la confiance en vous-même. Ça va ouvrir tes portes et ça touche aussi, de Mélanie a dit, souvent on sait que les femmes, des fois, ont la confiance en vous-même, la confiance plus bas, et c'est beaucoup. Prenez le temps de vraiment soyez confiant et n'avez pas peur d'essayer de nouvelles choses et de demander pour des variables, pour des besoins, juste soyez confiant et oui, ça, c'est mon conseil. Merci beaucoup, Émilie. Super. Alors, Mélanie, la parole est à vous. Pendant que Paul parlait, je suis allée me chercher un livre. J'ai récemment acheté le livre The Happiness Advantage, How a Positive Brain Fuels Success in Work and Life. Puis je dirais mon mot de la fin, c'est vraiment d'essayer de trouver le bonheur. J'avais mentionné la vidéo de Matthew McConaughey. Allez voir cette vidéo. Il parle de l'importance de garder un certain équilibre dans votre vie. Le montant de temps et d'énergie qu'on dévoue à notre carrière, il faut le dévouer à autres aspects de notre vie aussi pour trouver un sain équilibre et pour trouver le bonheur. Puis selon mes observations, les gens qui sont contents
c'est des gens qui sont vraiment plaisants avec qui travailler. Ça fait des leaders sains, des leaders qui sont fun pour travailler avec. Alors, je dirais, prenez une pause, prenez le temps de réfléchir, apprenez à vous connaître, faites les petits quiz de personnalité, réfléchissez sur, OK, qu'est-ce qui me rend heureux? Quand j'étais jeune, c'était quoi les sortes de jeux que je jouais? Est-ce que j'étais toujours la gestionnaire ou est-ce que j'étais le docteur ou est-ce que j'aimais ça, l'action? Pensez et réfléchissez un peu à qu'est-ce qui vous donnait un peu de plaisir pendant votre journée quand vous étiez jeune. Et essayez de trouver un poste qui s'aligne un peu plus vers ces aspects vraiment positifs. Alors, ce serait mon mot de la fin. Super, merci beaucoup, Mélanie. Sentez-vous à l'aise de partager le titre de votre livre dans le chat? Je suis sûre que beaucoup d'entre nous sont intéressés à l'explorer. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Un merci tout spécial à nos incroyables panélistes. Les liens vers les ressources d'aujourd'hui se trouvent sur la page wiki de Camp de carrière et le lien est partagé dans l'espace de discussion. N'oubliez pas demain que vous pouvez assister à d'autres sessions du Camp de la carrière, dont le segment « Cultiver votre réseau de soutien professionnel » qui débutera à 11 h de l'heure de l'Est. De plus, dans quelques instants, assurez-vous de participer à l'événement de réseautage du Camp de carrière 2022 avec les grands influenceurs de la fonction publique. C'est dès 4h30, 16h30, heure de l'Est. Le lien est aussi disponible dans l'espace de discussion. Encore une fois, merci à nos panélistes, nos participants et notre équipe de production. Et cela conclut notre session. Bonne journée à tous et j'espère que vous avez appris autant que moi j'ai appris.